La capsule d'aujourd'hui porte sur les effets de l'industrialisation sur les sociétés en Europe. L'industrialisation de l'Europe au cours du 19e et du début du 20e siècle s'accompagne d'une grande transformation de la société. Celle-ci ne ressemble plus à la société du siècle précédent. C'est comme si toutes ces transformations avaient modernisé en accéléré les hommes et leur cadre de vie. Cette transformation de la société se traduit d'abord par des déplacements de population, c'est-à-dire des mobilités. Cela signifie que certains habitants d'Europe changent de lieu de vie et certains vont même quitter leur pays. Première mobilité, il s'agit de l'exode rural, c'est-à-dire que les hommes quittent de plus en plus la campagne pour s'installer en ville. Sur le premier diagramme, en bâton à gauche, regardons d'abord les 3 premiers pays, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France. 3 pays qui ont connu les révolutions industrielles assez rapidement au cours du 19e siècle. Ils connaissent tous une diminution importante de la population rurale entre 1851 et 1911, au point même que la population des campagnes, qui était alors majoritaire au début, devient minoritaire en 1911, avec une petite nuance néanmoins pour la France. Au contraire, prenons le cas de la Russie, qui s'est industrialisée beaucoup plus tard, seulement dans la deuxième partie du XXe siècle. Cette part de la population rurale, elle, diminue très peu. Cela signifie que plus un pays s'industrialise, plus il s'urbanise. Sur le deuxième schéma à droite, cela se traduit par le départ massif des habitants des villages, particulièrement entre 1850 et 1880, puis lors d'une deuxième vague au début du XXe siècle. Alors pourquoi ces départs massifs ? Les campagnes se modernisent elles aussi avec l'introduction de la machine à vapeur. Désormais, les machines remplacent le travail de nombreux hommes et nombreuses femmes qui étaient jusque-là nécessaires pour les travaux des champs. Avec la mécanisation des outils agricoles, la main-d'œuvre n'a pas besoin d'être aussi nombreuse, donc on assiste à une baisse de l'emploi en milieu rural. Désormais sans travail, les habitants des villages cherchent donc un emploi dans de nouveaux lieux, l'usine. Or, les usines sont en ville, donc ils quittent massivement la campagne pour s'installer dans les villes. Ensuite, cet exode est facilité par l'arrivée du chemin de fer. Désormais, le train dessert les campagnes, même les plus reculées, et achemine la population vers les grandes villes alentours. Ainsi, les villes connaissent une croissance sans précédent. Leur population est multipliée par 10, voire même plus. Regardons le tableau, Manchester, population x16. Le meilleur exemple, c'est la ville allemande d'Essen, où la population est multipliée par 73. Mais pour autant, cette même population de pauvres des campagnes reste miséreuse en arrivant en ville, car les salaires dans l'industrie sont bas, et ils se regroupent dans des quartiers anarchiques et misérables des faubourgs. Deuxième forme de mobilité maintenant, après l'exode rural, la population européenne quitte le vieux continent pour aller chercher fortune de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis. Le premier exemple porte sur le cas des Irlandais. Comme on peut le voir sur la petite chronologie, les années 1845 à 1848 sont marquées par une grande famine en Irlande. En effet, la production de pommes de terre s'effondre à cause d'une maladie appelée le mildiou, entraînant 1 million de morts en Irlande. Je rappelle que l'Irlande est un des pays qui s'industrialise le plus tardivement, donc la population, encore majoritairement rurale, est frappée de plein fouet par cette famine. Des familles et des villages entiers se vident car les habitants sont expulsés ne pouvant payer les impôts. On voit ici la police venant déloger de pauvres paysans sans le sou, qui doivent quitter leur maison et se retrouvent désormais à la rue. Résultat, 3 millions d'Irlandais tentent de fuir la misère en quittant leur pays et en émigrant aux États-Unis, au Canada et dans une moindre mesure en Australie. Ces traversées de l'Atlantique se multiplient d'autant plus que la traversée de l'océan, elle, se sécurise grâce aux bateaux à vapeur et à moteur. Tout le monde connaît l'exemple du Titanic, qui malheureusement connaît un destin malheureux, mais illustre bien ce départ massif vers les États-Unis. Ce sont pour beaucoup des migrations de la misère, comme celles que vous avez étudiées à notre époque en géographie.
Les voici donc arrivant à New York, dont la porte d'entrée est l'île d'Ellis Island. Là, la douane filtre les nouveaux arrivants et malheureusement ne garde que les bien portants, ceux qui sont en âge de travailler, et refoule les vieillards ou bien les malades. Ces migrants irlandais pensent que ce nouveau monde leur permettra de recommencer une vie meilleure, de repartir de zéro et pourquoi pas de s'enrichir. Pour ces migrants, la langue n'est pas une barrière, mais ils ne vont trouver que des emplois de faible qualification, comme ici des activités manuelles dans le bâtiment par exemple. Vous voyez des migrants qui travaillent à la construction des gratte-ciels. Autre migration, néanmoins similaire, celle des Italiens. La carte montre bien qu'entre 1876 et 1914, presque 14 millions d'Italiens quittent leur pays pour s'installer principalement aux États-Unis, en Amérique latine ou dans d'autres pays d'Europe. Les raisons sont toujours les mêmes. Pauvreté des campagnes, faible industrialisation du pays, misère généralisée poussant à fuir et à chercher ailleurs une vie meilleure, mais également progrès dans les transports maritimes. Ces nouveaux migrants arrivés sur le sol américain connaissent eux en revanche la barrière de la langue et se regroupent souvent dans des quartiers qui reproduisent le mode de vie de ces migrants. Certains quartiers comme celui-ci appelé Little Italy à New York ressemblent à s'y méprendre à une rue italienne avec ses commerces, tous italiens, ses vendeurs à même le trottoir, son linge au balcon. Mais tous ces changements liés à l'industrialisation font émerger des modes de vie très inégaux, voire même opposés. Et la société qui naît de l'industrialisation est très inégalitaire. D'un côté, la bourgeoisie, souvent constituée de patrons d'usines, d'entreprises industrielles, qui cherchent à faire essentiellement du profit et à s'enrichir. De l'autre, un monde ouvrier souvent miséreux et exploité. Entre les deux, bien sûr, la fracture est totale. Regardons un peu comment se concrétise cette fracture à travers la composition du budget d'une famille bourgeoise à gauche et de l'autre d'une famille ouvrière en 1914. Pour la famille bourgeoise, l'essentiel du budget est consacré aux loisirs et au divertissement, le sport, l'éducation, les déplacements, la santé. Le reste se répartit entre la nourriture, l'habillement et le logement. De l'autre côté, la famille ouvrière à droite consacre, elle, l'essentiel de son budget à la nourriture. Cela signifie donc que les revenus gagnés servent essentiellement à se nourrir, s'habiller, se loger et qu'il ne reste presque rien pour le reste. Un salaire ne permet d'assurer que les besoins primaires, tandis que pour la famille bourgeoise, non seulement ses besoins sont assurés, mais il reste encore de l'argent pour se divertir. Cette inégalité dans les modes de vie se traduit, bien sûr, par les métiers qui sont exercés. Souvent difficiles et sans qualification pour les uns, ils sont mineurs, ouvriers d'usine, mais aussi se traduisant par le logement, souvent modeste chez les ouvriers, avec peu d'équipement, un faible, voire même un manque d'accès à l'eau ou à l'électricité. La vie de la classe ouvrière est difficile et dangereuse, sans cesse soumise aux aléas. Le petit texte que j'ai choisi est extrait donc de Germinal, l'œuvre d'Émile Zola, qui raconte une famille ouvrière, celle des Maheu, dans le nord de la France, et qui traduit très bien la difficulté de ces métiers pénibles. Il devait, pour attaquer la houille, rester couché, le cou tordu, les bras levés, et brandir le pic à manche court. C'était Maheu qui souffrait le plus. La température montait jusqu'à 35 degrés. L'air ne circulait pas, l'étouffement à la longue devenait mortel. Au bout d'un quart d'heure, il était recouvert de sueur. Il donnait de grands coups qui le secouaient violemment entre les deux roches, sous la menace d'un aplatissement complet. Pas une parole n'était échangée. Ils tapaient tous, on n'entendait que ces coups irréguliers. Et les ténèbres étaient épaissies par les poussières volantes du charbon, alourdies par les gaz qui pesaient sur les yeux. De l'autre côté, nous avons la vie des bourgeois, c'est-à-dire celle des patrons. Et eux mènent la belle vie. Ils habitent des maisons aux intérieurs raffinés et douillés. Leurs habits reflètent leur réussite sociale et ils aiment se mettre en scène à travers des portraits de famille. Ou encore des photos de vacances, des photos de leurs loisirs.
Ces inégalités signent les débuts d'une fracture sociale qui bientôt va faire naître une rupture et des revendications nouvelles. Le monde des ouvriers agonise et fort de l'exemple de la Révolution française, il est prêt à se soulever de nouveau pour réclamer des droits.